Sur RTL Réunion. On refait la réunion. Et on refait la réunion ensemble au 02 62 2 3 4 5 6 7. Vos appels à ce numéro pour passer en direct avec notre invité pour lui poser éventuellement des questions avec Amandine Denisot. Et oui, aujourd'hui, c'est Philippe de Chazourne de l'association Med Océan qui répond à vos questions en direct dans la libre antenne. Nous sommes en direct du coup avec Johanna Martin. Bonjour docteur de Chazourne. Bonjour. Bonjour Philippe de Chazourne, merci de recevoir RTL Réunion Plaisir. Dans votre bureau, votre lieu de travail, centre-ville de Saint-Denis aujourd'hui. Nous n'allons pas très très loin, mais nous allons aller loin dans les sujets par contre. Je rappelle le numéro de téléphone, le 02 62 234 567. Vous pouvez poser vos questions à Philippe de Chazourne, président de l'association Med Océan, ici à La Réunion. Il y répond donc en direct, plusieurs sujets à aborder ensemble. Docteur, la dingue, c'est vrai que ça fait l'actualité avant plusieurs autres sujets. Peut-être un point là-dessus, puisque les derniers résultats, les derniers bulletins de l'ARS qui fait le point effectivement sur le nombre de cas déclarés sur l'île paraît très régulièrement. Il y a encore plus de 400 cas en une semaine déclarés. Vous, en tant que médecin, vous voyez beaucoup de patients atteints de la dengue. Si oui, comment est-ce qu'on les prend en charge ? C'est vrai qu'à Saint-Denis, dans le nord plus généralement, on est encore un petit peu épargné, Oui. puisque c'est plutôt dans le sud et ça monte un peu, puisque dernièrement c'était à l'Entre-deux, Saint-Philippe, l'Indécave, tout ça. Mais je crois que c'est un travail à faire en collaboration avec l'ARS, avec les différentes tutelles et puis surtout la population en elle-même. Je crois qu'on a oublié, malgré les messages de prévention qui se répètent, on a oublié de tout ce qui est stagnation d'eau. Il faut les vider, sinon les moustiques pondent et les œufs se développent en quelques jours et on a la transmission de la dengue. Bon, par chance cette année il pleut pas trop, ça risque de venir, mais c'est pas vraiment une chance. Des endroits, c'est par chance dans le sens où la dengue permet de pour la pas dengue, trop se développer. Contrairement au pronostic d'ailleurs, on disait que ça se développerait encore plus, mais c'est vrai que tous les bulletins de l'ARS sont relativement inquiétants, mais c'est une participation collective face à ce fléau. La dengue, Excusez-moi, juste, en fait, j'ai essayé de retrouver le nom de ce produit qui répandent, vous savez, quand il y a ces hommes en combinaison blanche qui se promènent dans nos quartiers, ils répandent une espèce de produit. J'arrive pas à retrouver le nom malheureusement, mais on a beaucoup d'auditeurs et de Réunionnais qui s'inquiètent par rapport à la toxicité de ces produits. On avait posé la question à l'ARS qui nous avait répondu oui, mais de toute façon quand ils répandent ce produit dont peut-être vous allez me rappeler le nom, les gens sont prévenus pour faire attention à leurs animaux, les protéger. Alors j'en ai parlé aux quelques endormis et autres geckos que j'ai la chance d'avoir autour de chez moi. Ça les a laissés plutôt pantois. Voilà, juste si vous avez une réaction. Alors, je ne pourrais pas vous aider sur ce produit, d'abord parce que je suis spécialiste et puis qu'il aurait fallu me demander avant. Mais je crois que globalement, j'espère quand même que ce qui est pulvérisé est relativement peu toxique. Néanmoins, on le sait tous, depuis le chikungunya, je crois que le nombre d'insectes a quand même pas mal diminué. Il y a des espèces qui ont disparu. Vous parliez du gecko, je crois qu'il a disparu aussi, ou c'est plus le même. On a vu la transformation des margouillas. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport entre bien marron et devenu tout vert. Il y a beaucoup moins d'insectes sur nos pare-brises quand on roule la nuit. Il y a tout un tas d'éléments qui font que je pense que ces produits sont relativement toxiques. Bon, après, s'ils n'étaient pas toxiques, ils ne seraient peut-être pas efficaces. C'est comme un médicament. Un médicament, pour être efficace, par définition, il est souvent toxique. Donc, il faut chercher une balance bénéfice-risque la minimum et puis avoir la toxicité la moins forte. Après, je pense que l'ARS, il y a aussi quand même des scientifiques. Il ne faut pas trop taper sur cet organisme, même des fois si on a envie. Mais alors, peut-être on espère faire confiance et je crois que... Peut-être c'est un problème de communication, à minima. Vous savez, c'est le problème des fake news en fait, des nouvelles. Qu'est-ce qui dit vrai? On a tendance à tout remettre en cause. Je crois qu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Il faut essayer pas de tout remettre en cause, sinon on remet en cause de tout. En tant que médecin, vous êtes inquiet, vous, face à cette situation de... Alors sur la dengue, oui, relativement. Encore une fois, dans le Nord, on est protégé, mais je pense que il y a une évolution. On dit que c'est dans une quinzaine de jours, je crois, le pic qui devrait arriver, mais ça va dépendre aussi de la météo. Ouais. Je sais qu'on nous annonce des pluies dans quelques semaines, d'après Météo France. Donc
donc là, est-ce que ça va pas être des réservoirs à eau? Et donc pour le développement, avec l'augmentation de la chaleur aussi, ça y fait, hein, ce qui fait qu'on trouve des moustiques de plus en plus haut. Donc voilà, donc ça nous inquiète. Maintenant, il faut prendre en charge les patients et il faut aussi rassurer les patients quand même. Hein. Je veux dire que la dengue peut être une maladie mortelle, quand même, a priori chez certaines populations. Après, on peut avoir des cas mortels, peut-être chez des personnes indemnes de toute pathologie, mais ça reste à prouver. Néanmoins, c'est encore une fois un travail collectif pour s'en défaire. Et surtout, si vous avez la dengue, vous pouvez être contagieux. Et donc contagieux de par le moustique qui va vous piquer et piquer quelqu'un d'autre à côté de vous. D'où l'intérêt de faire venir la lave, la lutte antivectorielle, à partir du moment où l'ARS est mise au courant. Alors justement, excusez-moi, sur la prise en charge, hein, il se trouve qu'il y a un collègue qui a la dengue et qui m'a parlé un petit peu de sa prise en charge. Donc il a eu les premiers symptômes, il est allé voir son médecin, il a fait, je crois, une prise de sang et en fait, il me disait que il fallait qu'il attende 5 jours pour savoir pour avoir un retour du laboratoire et pour savoir s'il il avait réellement la dengue ou autre chose. Donc pendant ces 5 jours, déjà, lui, il est dans l'incertitude et évidemment, il se protège, mais il ne sait pas s'il a la dengue et il peut être lui-même vecteur de virus. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen justement de raccourcir ces délais et de savoir assez immédiatement si on est porteur de la dengue et justement pour pouvoir être mis en quarantaine très rapidement, pouvoir se protéger le plus rapidement possible? Alors ça, c'est une vraie question que je me suis soulevée quand j'ai vu un patient qui a d'ailleurs eu la dengue il y a quelques jours. Mais l'ARS dispose de tests diagnostiques rapides. On prend un peu de sang sur votre doigt et on sait tout de suite avec une bonne sensibilité si la personne a la dengue ou pas. À la limite, il faut mieux prévenir l'ARS par défaut d'ailleurs on pourrait avoir le diagnostic immédiatement. Sauf que c'est tout un tas de procédures pour avoir d'abord ces tests. Ensuite, si vous avez ces tests, il faut remplir tout un tas de paperasses pour dire à l'ARS. On est dans un monde de fous. On pourrait effectivement avoir un premier diagnostic en attendant confirmation avec la prise de sang, au moins pour alerter l'ARS qui veillera à la confirmation ou pas du diagnostic de la dengue et effectivement envoyer au plus vite la lave, enfin les démousticateurs sur le terrain. Et c'est exactement la problématique que j'ai eue avec un patient il y a 8 jours. Alors pourquoi on le fait pas? On a attendu 5 jours pour avoir le... Pourquoi on le fait pas? C'est ça? Oui. La question? Oui, pourquoi on le fait pas? J'espère que l'ARS nous écoute. Okay. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Produits, mais après, il faut mettre les moyens qu'on veut. Je pense que ça coûterait moins cher de faire donner ce matériel à tous les médecins libéraux, et pourquoi pas aux infirmières d'ailleurs, plutôt que de faire venir 50 personnes, tout frais payé pendant 2 mois. Alors, on va pas revenir là-dessus, mais c'est totalement ubuesque comme histoire. Voilà, donc effectivement, il faut savoir où on met l'argent et où c'est efficace. Et je suis pas sûr qu'en ce qui concerne cette problématique de diagnostic, on mette l'argent où il faut. Docteur, on va prendre la direction du standard, oui, Johanna, 02 62 234 567 avec Laurence qui est avec nous et qui avait une question pour le docteur. Bonjour Laurence. Oui, bonjour docteur. Je pense que vous avez entendu parler de l'Artemisia annua qui est développée énormément sur Madagascar et qui, en 2 jours, une tisane fait l'effet justement pour faire disparaître ces symptômes de fièvre, etc. Alors faites ou pas faites? Énormément développé en Afrique. Je pense que certaines personnes ont vu quand même l'émission Investigation hier soir à la télévision sur Réunion Première, je crois. C'est assourdissant. C'est évidemment qu'on connaît tous. On le connaît tous. D'ailleurs, il parle de l'Artemisia africa, d'ailleurs, qui semblerait plus efficace. Je vous dis ça comme un grand savant, sauf que j'ai vu l'émission hier, mais je pense qu'on est loin de la fake news quand même, parce que si les réseaux publics commencent à donner fake news, non, c'est pas une fake news, on le sait, mais et dans cette émission que j'invite à revoir, ça s'appelle Investigation, on a plein de questions, et effectivement, les gens disent sous forme de tisane ou sous forme de produits ou de plantes, pas forcément sous forme de comprimés, ils appellent ça les comprimés ACT, avec de l'artémisine dedans, mais c'était versus. Il est évident, il semble évident que pourquoi on protège pas des populations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des médicaments chers, de se protéger. D'après ce que j'ai lu, pourquoi l'Artemisia annua n'est pas développée ici? C'est ça ma question. Pourquoi on la cultive pas? Elle est non seulement pas développée, mais elle est interdite d'après ce que j'ai compris. C'est même interdit par la. Alors, mais parce qu'il y a beaucoup de business derrière ça, c'est absolument incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question de lobby, de la santé, vous savez.
les laboratoires, les pharmaciens, etc. Il suffit d'en avoir quelques plans chez soi, de faire une tisane et en cas de crise, de boire la tisane. Mais c'est tout, c'est simple. J'ai du mal à comprendre. Vous savez, quand il y a eu le chikungunya, beaucoup de personnes ont pris aussi des tisanes et qui les ont soulagées. On a voulu imposer la Niverquine dans un premier temps, mais on sait très bien. On sait très bien. Ne fait plus son rôle. Et donc, et en plus, ça importe. Et après, en plus, avec l'artémisia, il semblerait qu'on n'augmente pas de résistance. C'est quand même très intéressant. Alors oui, on est dans un lobbying. De toute façon, c'est le sujet de l'émission. Hein. À tous les niveaux, vous allez voir que tous les sujets, on est très très vite dans le lobbying de pharmaceutique ou industriel. Oui, que faire face à ça? Faire des réunions comme ça, comme c'est tout de suite, transmettre, cultiver effectivement l'artémisia africa ou ulna selon, et puis faire ses propres expériences. Et voilà, et on peut combattre naturellement, je sais pas moi, désinsectiser là partout, n'importe comment, avec des produits toxiques. Je trouve ça, il résiste encore plus. Ça fait des années qu'on essaie, ça marche pas. La problématique, à mon avis, d'ici ou ailleurs, qu'on n'a pas abordé en préparant cette émission, mais pour moi, c'est la promotion interne de quelqu'un qui est dans un statut, que ce soit directeur de l'ARS ou le sous-directeur ou le chef de service, il ne va pas aller à l'encontre de ce qu'on lui dit de faire. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des comment on peut dire ça, j'ai plus le mot, mais quand on vous promet un poste pour le placer, il faut pas bouger. Non, mais il faut pas bouger, il faut pas faire de vagues. Quand vous êtes médecin généraliste, libéral, vous pouvez tout dire, à condition d'être éthique et de ne pas attaquer personne. Vous pouvez tout dire, on n'a pas de chef. Le jour où les médecins seront plus ou moins salariés, comme c'est tendance, on ne pourra plus dire. C'est pour ça que l'État veut d'ailleurs un peu mettre les professionnels libéraux sous leur coupe, c'est qu'ils ne vont plus pouvoir dire grand-chose. Et donc, pour l'instant, on a un petit espace de liberté. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que ceux qui ont la possibilité de cultiver cette plante, il faut le faire. Si ça ne marche pas, ils vont aller voir le médecin. Mais au moins, visiblement, ça marche ailleurs. Est-ce que les médecins ne peuvent pas aussi se mobiliser ensemble? C'est mon rêve. Tenter de mettre en place cette alternative via les plantes pour d'autres pathologies dingues, parce que l'artémisia est utilisée en grosse quantité à Madagascar. On fait bien venir les laitiers. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas venir ces tisanes, tout simplement. Et puis, question, est-ce qu'il existe d'autres produits naturels comme ça pour apaiser les effets de la dengue, par exemple, ou pour là, je retombais sur un article qui date d'il y a quelques années de Clicanou, qui parle des feuilles de papaye, qui parle du jus de goyave. Voilà, est-ce que Si vous voulez, moi j'ai été formé à la Haute Autorité de Santé, dans le sens où je suis totalement dans la bénéfice-risque, quelle que soit la méthode, le médicament, la plante, etc. Donc je pense que pour prouver quelque chose, il faut quand même faire un minimum d'études. Pour moi, les grandes études dites randomisées, double aveugle, elles ne sont accessibles qu'à l'industrie pharmaceutique. C'est peut-être pour ça qu'on considère que c'est les meilleures études. Pour moi, et j'en suis de plus en plus convaincu, les meilleures études, c'est des études observationnelles. Vous avez 10 patients, vous allez vous donner ce que vous m'avez dit là. Si ça marche sur 10, on peut imaginer quand même que c'est pas l'effet placebo ou c'est pas le hasard. On va donc dire, faites une étude à plus grande échelle. Sauf que personne veut entendre parler des études observationnelles. Quand Irène Frachon a dénoncé le scandale du Mediator, ce sont sur des études observationnelles. Un médecin qui observe, une infirmière qui observe, un patient qui observe. Et quand vous observez 10 fois le même résultat, il y a un moment où vous dites, mais ça marque. Donc à Madagascar, il vous dit, ou ça marche pas. Quand à Madagascar, on vous dit l'artémisia est efficace, faut quand même les croire. Sauf si on prouve que c'est faux. Mais pour l'instant, on fait exactement la démarche inverse. On dit c'est faux et montrez-nous que c'est vrai. Mais montrez-nous que c'est vrai. Comment voulez-vous avoir l'argent suffisant pour faire de telles études qui demandent des centaines de milliers d'euros? Donc c'est impossible. Donc vous avez tout juste, sauf qui. Oui. On pourrait aussi s'inspirer de remèdes naturels qu'ils utilisent en Afrique depuis des siècles et des siècles, notamment par les plantes pour lutter contre ce genre de maladie. Alors attention de ne pas tomber dans un excès inverse quand même. Je crois qu'avant de donner un remède ou un traitement, il faut un diagnostic. Ce diagnostic, il doit être fait par un professionnel médical, si possible médecin quand même. On est quand même là pour essayer de pas passer à côté de choses gravissime, parce que quand c'est gravissime, je pense qu'on a quand même, faut pas tout mettre à la poubelle. On a quand même la chance d'avoir des médicaments, et c'est pas par hasard, beaucoup de gens viennent se soigner en France ou à La Réunion. Donc attention, restons quand même les pieds sur terre. Quand on nous dit par exemple qu'il y a un remède naturel anti-cancer, on peut largement en douter vu les études. D'abord, je sais pas ce que ça veut dire naturel, je sais pas ce que ça veut dire cancer, parce que cancer,
cancers, vous en avez des centaines. Donc il y a des cancers qui peuvent... regardez le cancer de l'utérus, le col de l'utérus. Avant de stade cancer, vous avez plein de lésions. Des lésions qui de toute façon guérissent. Donc de quoi parle-t-on? C'est très important de définir les mots en médecine. Et les mots en médecine, MOTS, ne sont pas forcément la même définition pour un patient et pour un professionnel de santé. Il faut savoir de quoi on parle. Traiter un médicament qui traite le cancer, c'est comme si vous me dites, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais ça n'a aucun sens. On peut traiter une sorte de cancer, une complication, un stade de cancer, une complication des cancers. Mais attention, on est quand même relativement cartésien. Je pense qu'il faut commencer à l'être. Sauf qu'il ne faut pas que ce cartésianisme soit sous la houppe des lobbyistes, quoi. On accueille Georges au standard qui a une question à vous poser. Bonjour Georges. Bonjour Georges. Bonjour. Voilà, bonjour. Non, moi, je pas une petite question multiple au docteur. C'est quoi la dengue? Parce que nous entendons parler, on connaît le virus du cancer, ou à peu près chez l'image, ou à peu près d'autres virus. Est-ce qu'il a fait montrer vraiment le virus de la dengue? C'est quoi? C'est ressemble quoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas de différentes formes de dengue d'ailleurs? Si, d'abord, il y a des différentes dengues. D'abord, dans les pays, la Guyane ou ces pays côté des Antilles, c'est souvent des dengues hémorragiques. C'est une des complications, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est quand même mortel, hein. La dengue, c'est quelque chose, c'est un virus qui est emmené par un moustique. Donc, si vous avez le moustique, le virus, et puis des gens à côté, le moustique va piquer, les moustiques femelles d'ailleurs, vont piquer la personne, qui risque de piquer autre personne, et puis pendant ces 5-7 jours à peu près l'incubation. Et puis la personne va pouvoir diffuser via les moustiques cette pathologie sur d'autres personnes. Mais attention, c'est quand même une pathologie bénigne, c'est comme le chikungunya. Les symptômes. Les symptômes, c'est la fièvre, les courbatures, les maux de tête, les fatigues. Hein. C'est un peu les mêmes que la dengue, que le chikungunya, sauf que si vous avez le nez qui coule, si vous avez mal à la gorge, a priori c'est pas la dengue, parce que là on est dans une rhinopharyngite virale. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être une pathologie potentiellement grave, surtout chez certaines populations qu'on va dire immunodéprimées, c'est-à-dire fatiguées, le corps est déjà fatigué, donc si vous mettez un agresseur dessus, il va être encore plus fatigué. Mais il y a possibilité d'avoir des hépatites, donc des infections du foie. Mais attention, parce que les hépatites, vous pouvez en avoir aussi avec le paracétamol. Donc la personne qui prend trop de paracétamol, parce que finalement c'est le seul traitement qu'on a contre le chikungunya ou la dengue, attention, elle peut avoir les mêmes effets que la dengue elle-même. Donc c'est compliqué, d'où l'intérêt quand même de passer par un professionnel de santé, à mon avis, pour au moins faire le diagnostic. Ou alors avoir des tests rapides que les gens pourraient avoir chez eux éventuellement, mais ça coûte certainement très cher. On continue. On parlait effectivement de... Ah, il y a encore du monde au standard. Oui, le standard n'arrête pas de sonner. On a Daniel qui est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour. Je voulais poser une question au docteur de Chazourne. Bonjour docteur. Bonjour. Sur la nouvelle décision de mise en vente des médicaments sans ordonnance, soit dans les grandes surfaces, soit en ligne. Moi, j'ai toujours entendu qu'un médicament n'était pas une marchandise comme les autres. Quand vous allez acheter un produit comme du paracétamol, il me semble qu'il n'est pas forcément indiqué pour tout le monde, et que le pharmacien peut vous donner à cette occasion des conseils. Qu'est-ce qu'il en sera quand vous achèterez votre médicament en ligne et en quantité, alors qu'il ne vous convient pas? C'est le cas d'ailleurs en Angleterre, hein, je crois, ce genre de procédé. C'est le cas dans plein de pays anglo-saxons où il y a plus où la médecine est totalement privatisée sur les lobbyistes, les assurances et les industriels, et puis qu'on va aboutir à une médecine à 3 vitesses. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs vos assurances vont devenir de plus en plus chères, il y aura des complémentaires, des surcomplémentaires. Mais quand on est malade, il faut un diagnostic. Un diagnostic, le médecin, il a quand même pas fait 10-12 ans d'études pour rien, quoi. L'infirmière, elle a quand même pas fait 4, 5, 6, 7 ans d'études pour rien. Tout remettre comme si tout le monde pouvait être son propre médecin, ben non, c'est pas possible. Nous-mêmes, on a des difficultés à savoir si c'est la dengue ou autre chose. Moi, je suis régulateur au 15. Si vous saviez la difficulté pour savoir si c'est une urgence ou pas, on se réunit parfois en groupe avec 30 régulateurs qui ont de l'expérience, 20, 30 ans d'expérience. Des fois, il y en a un qui va appeler le SMUR, d'autres à domicile, pour vous dire que c'est compliqué la médecine. C'est très compliqué. Et le symptôme, il se voit pas forcément. Donc pour les petites fièvres, les choses banaux, pourquoi pas, on peut. Mais l'immense majorité de beaucoup de choses, donc on va donner l'autorisation au pharmacien de prescrire avec un énorme conflit d'intérêt, parce qu'il va prescrire, il vend lui-même. Alors c'est un peu compliqué, que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour les médicaments pour la cystite, mais je suis désolé, mais la cystite, donc c'est une infection urinaire. Il faut pas passer avec une pyélonéphrite, et on peut avoir des pyélonéphrites sur une attaque du rein
qui peut donner ensuite la dialyse quand même. On parle pas quand même, on parle là de vraies pathologies. Hein. Donc donner à une profession de santé qui n'a jamais rien demandé d'ailleurs, hein, c'est pas les pharmaciens, c'est que l'État veut tout diviser pour essayer. Le pharmacien, il faut qu'il fasse son boulot, on les adore parce que c'est eux qui nous disent attention docteur, vous avez mis 2 médicaments qui vont pas ensemble. Merci monsieur le pharmacien, mais qu'on ne demande pas à pharmacien d'examiner des patients pour lesquels ils n'ont pas été formés. Et les infirmières c'est pareil, chaque profession d'avoir respecté ce pourquoi ils ont été formés. Donc ces ventes libres, évidemment on est totalement opposé parce que on va aboutir, qu'est-ce qui va se passer, des pyélonéphrite, donc des septicémies quand même dues à des infections urinaires, des abcès de l'amygdale. Bien sûr, ça peut être mortel. Des abcès de l'amygdale, je vois qu'il y a quelques jours, on va avoir donné la possibilité aux gens de se faire un prélèvement de gorge, savoir si c'est bactérien. Mais déjà, nous, on a du mal. Après tant de temps d'expérience, on a du mal à savoir. Et quelqu'un, alors il y a deux possibilités, ils vont dire, je vais prendre mon antibiotique, et après on est en pleine résistance des antibiotiques, donc ça ne va faire qu'augmenter les résistances aux antibiotiques, ou alors la personne qui va dire, non, j'ai pas prélevé au bon endroit, mais apparemment c'est viral, et on va avoir des phlegmons de l'amygdale et avoir des abcès de l'amygdale. C'est de la médecine low cost, c'est celle qui est aux États-Unis, je suis pas sûr que ça soit le bon chemin qu'on prend, mais malheureusement pour lutter contre ça, c'est compliqué. Ça ne fait le jeu que des laboratoires. Entre eux, le laboratoire. Mais le problème, c'est que les patients, souvent, ils disent c'est génial. Mais non, c'est pas génial. C'est comme la télémédecine, si on en parlera. C'est pas génial. C'est un outil apporté en plus qui peut aider dans certaines circonstances, de lieu, de temps. Mais non, c'est pas génial. La santé, c'est quand même pour préserver un état de forme. Et très très vite, vous pouvez basculer dans un état de méforme qui peut se compliquer par des gravissimes complications. En même temps, il y a cet aspect de lourde responsabilité que les médecins portent, même s'ils n'ont pas d'obligation de résultat, qui va peut-être se dissoudre complètement si chacun peut faire de l'automédication et que si on donne la possibilité à tout à chacun de prendre en charge les pathologies qui sont un petit peu plus graves que celle d'un rhume, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est vrai pour les patients, mais c'est vrai surtout aussi pour ceux qui vont être prescripteurs, pharmaciens ou infirmières. Hein. Ils ont intérêt à prendre une sacrée bonne assurance professionnelle quand même, parce que on peut se tromper. Hein. On se trompe d'ailleurs tout le temps. Puis la nature fait que, heureusement, mais des fois on croise les doigts. Hein. Même en tant que médecin, vous imaginez une profession qui n'a pas l'habitude. Non, c'est pas facile. Ou alors il faut les former, qui refassent 5-6 années d'études et à examiner la gorge des gens et l'abdomen des patients. Pas sûr que ça soit au programme effectivement de la politique du gouvernement en matière de santé dont nous n'avons pas pu parler parce qu'on arrive au terme de cette émission. Déjà ça passe très vite. Alors je dois préciser que un petit mot pour puisque conclure. la loi l'oblige, et j'aimerais que tous les médias et tous les intervenants respectent cette loi, c'est que je n'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec l'industrie, ni les assurances, ni les lobbyistes, et ça serait bien que les experts ou dits experts qui s'expriment sur des sujets médicamenteux ou de thérapie, etc., le disent également, parce que c'est la loi et c'est pénalement, on peut être répréhensible. Si vous êtes d'accord, les choses sont claires, ça sera. Si vous êtes d'accord, on vous réinvitera pour parler. On peut prendre même un abonnement, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à dire. En profondeur des perturbateurs endocriniens, évidemment, ça nous intéresse au plus près à la Réunion. Allons-y le mois prochain, on se retrouve. Pas de souci. Merci beaucoup Philippe de Chazonde pour d'avoir été avec nous et de nous avoir reçus. Merci beaucoup, à bientôt.